À l'heure de la numérisation de la société, au moment où les systèmes de reconnaissance faciale se répandent à grande échelle, où les technologies de surveillance de masse sont capables de suivre les individus dans leurs déplacements, on peut se demander si le passeport, en tant qu'objet de papier, ne sera pas bientôt suranné, s'il ne sera pas réduit à une curiosité de musée, voire de dépôt d'archives. Alors, en attendant son éventuelle disparition, on peut s'interroger. D'où vient le passeport? De quoi s'agit-il exactement? Selon les dictionnaires courants, le passeport revêt aujourd'hui deux fonctions. Le document permet de voyager librement et il sert de pièce d'identité. Conçu, fabriqué et délivré par l'autorité étatique, le passeport actuel ressemble à un petit carnet de papier de plusieurs pages. Mon passeport, par exemple, mesure 9 cm sur 12. Les évolutions techniques continuent d'en modifier certains aspects. Depuis une dizaine d'années, par exemple, dans un nombre croissant de pays, le passeport est doté de puces électroniques qui contiennent des données biométriques. Ce n'était évidemment pas le cas autrefois. Parmi des dizaines de kilomètres linéaires de documents, les archives d'État de Genève conservent des pièces qui permettaient de voyager librement et qui étaient délivrées dès la fin du Moyen Âge. Ces documents sont dispersés dans des fonds d'archives très variés, tels que les archives judiciaires, les archives administratives ou parfois dans des fonds privés. Il n'est toutefois pas aisé de les retrouver, même à l'aide de moteurs de recherche ou de répertoires, car les mots qui les désignent ont évolué. Dans les sources, on les qualifie tantôt de passeport, en deux mots, de certificat ou de sauf-conduit, par exemple. Et puis leur forme n'est pas exactement celle à laquelle on s'attend de nos jours. Alors non seulement ces documents n'ont pas le même nom, ils n'ont pas le même aspect du passeport d'aujourd'hui, mais ce n'est aussi que très progressivement qu'ils sont devenus des supports de l'identité individuelle. L'histoire matérielle du passeport montre comment cette fonction première, permettre de voyager librement, s'est doublée d'une seconde fonction devenue tout aussi essentielle, importante, servir de pièce d'identité. Ainsi, l'archive documente cette histoire. Aux archives d'État de Genève se trouve un document du XVe siècle qui a toutes les qualités pour ressembler à un passeport. Il s'agit d'un document délivré en 1439 par Louis de Savoie, prince de Piémont et lieutenant général du duc Amédée VIII. Écrit en latin, sur parchemin, il est authentifié par un sceau appendu sur lequel on distingue la croix de Savoie. Bien que la peau du support soit un peu rigide, on y voit des traces de pliure indiquant que ce document a probablement été utilisé. Plié d'abord en 2, puis en 3, le document mesure alors 11 cm sur 12. Alors moi-même ne suis pas latiniste et mes collègues spécialisés dans la paléographie latine pourraient m'être évidemment d'un grand renfort pour en déchiffrer le contenu précis. Heureusement pour moi, un scribe, probablement entre la fin du XVe siècle et début du XVIe siècle, a eu la bonne idée de décrire le document dans la langue française de son époque. Ainsi, au verso du parchemin, on lit « Sauf-conduit baillé par le duc de Savoie au vénérable frère Daniel de Panterie, professeur en théologie de l'ordre des professeurs, et à Baptiste, son frère. » Alors une autre main du XXe siècle, cette fois, a eu la bonne idée de traduire cette courte description en français contemporain. Sauf-conduit donné par le duc de Savoie à Daniel de Panterie, professeur de théologie, et à son frère qui se rendait à Rome. Alors on peut se contenter ici de ces différentes informations. Grâce à ce sauf-conduit, Daniel et Baptiste de Panterie peuvent voyager
sans éveiller les soupçons sur leurs intentions, sur les raisons de leur voyage. Les deux frères ne devraient pas être inquiétés dans les villes et dans les territoires qu'ils vont traverser, bien qu'ils y soient étrangers. Le document atteste que les voyageurs sont d'honnêtes personnes qui se rendent à Rome, peut-être en pèlerinage. Sont-ils arrivés à destination sains et saufs? Comment sont-ils revenus à Genève? Nul ne le sait. La pièce est isolée, détachée de tout dossier ou liasse d'archives qui permettrait de nous renseigner sur leur voyage. Le deuxième document que je voudrais présenter a été établi exactement 2 siècles après le précédent, c'est-à-dire en 1639. Il s'agit d'une feuille de papier ordinaire qui a la taille d'une feuille A4 actuelle. La pièce est manuscrite, on y trouve en bas un sceau plaqué émanant de la République de Genève. Le sceau a été apposé après la rédaction complète du document, puisque la formule du congé est partiellement masquée par le sceau. Le document n'a subi pratiquement aucune altération. On remarque seulement des traces de pliage qui, là aussi, correspondent vraisemblablement à l'usage qui en a été fait par son propriétaire autrefois. La souplesse du papier ici contraste avec la rigidité du parchemin. Le document a été plié en 8 jusqu'à l'obtention d'un petit format de poche d'environ 5 cm sur 8. Le scribe est probablement le secrétaire d'État qui signe le document. Il s'agit de Jean Voisine qui signe lisiblement de son seul patronyme. Bien que le texte se présente sous la forme d'un seul paragraphe, une lecture attentive du contenu permet de distinguer 3 parties. La première partie présente le document, l'autorité dont il émane et son porteur. On peut la lire. Nous, syndic et conseil de Genève, certifions à tout ce qu'il appartiendra que sieur Théophile Sarrazin est du nombre de nos citoyens et nous a déclaré vouloir aujourd'hui partir de cette nôtre ville pour aller en Allemagne et ailleurs. Le passeport, comme on le voit, est valable à partir du moment où il est émis pour une destination spécifique, bien que celle-ci soit désignée en des termes très vagues, surtout si l'on songe à la géographie politique du XVIIe siècle, l'Allemagne. La deuxième partie du texte formule une requête qui donne sens au passeport. L'autorité émettrice du document requiert de laisser librement passer le porteur en offrant à son tour aide et protection aux ressortissants du pays sollicité. On peut la lire. Et afin qu'en son voyage et chemin ne lui soit fait aucun destorbier ou empêchement, prions tous, princes, seigneurs, magistrats, généraux, gouverneurs, colonels, capitaines, leurs lieutenants, gardes de portes, ponts et passages, et autant qu'il appartiendra, lui vouloir donner et à son homme, libre et assuré passage, rière les lieux de leur obéissance, sans leur faire ni permettre être fait aucun tort ou empêchement en leur personne ou bien, nous offrant réciproquement envers ceux qui nous seront de leur part recommandés. Alors comme on a pu le lire, le document explicite sa propre validité qui repose sur la promesse de réciprocité. On peut d'ailleurs remarquer la volonté de désigner de manière aussi précise que possible toutes les autorités potentielles auxquelles le document pourrait être présenté. La liste paraît de prime abord exhaustive. Princes, seigneurs, magistrats, généraux, gouverneurs, colonels, capitaines, lieutenants, gardes de porte, ponts et passages, jusqu'à ce qu'elle se termine par « autant qu'il appartiendra », ce qui revient à dire « etc. etc. ». Alors on constate aussi que le passeport attribué au sieur Sarrazin vaut également pour son homme, c'est-à-dire pour son domestique. Comme le document de 1439,
Cette pièce n'est donc pas strictement personnelle, mais concerne toutes les personnes qui sont du voyage avec le sieur Sarrazin. La dernière partie du document contient la formule de congé, la date et la signature. On peut la lire. En foi de quoi, lui avons fait expédier le présent certificat sous notre sceau et sein de notre secrétaire, ce 21e d'août 1639, par Mesdits Seigneurs, syndics et conseils, voisines. Alors cette dernière partie semble la plus simple à interpréter. En vérité, elle mérite 3 commentaires. Tout d'abord, il est fait mention de la nature du document. Le scribe parle d'un certificat. Ensuite, le secrétaire insiste sur la double validation du document, un sceau et un sein. Le sceau commun de Genève, comme on peut le lire sur la cire figée depuis presque 4 siècles, eh bien, le sceau est renforcé par une signature, le sein du représentant de l'État, qui est en l'occurrence le secrétaire de la chancellerie. La dernière remarque est d'ordre paléographique. À la première lecture, on pourrait croire que la date est le 28 août, mais en y regardant de plus près, en comparant notamment la manière dont le scribe trace les H, puis les V et U au début du mot, eh bien, il n'y a plus de doute, il faut lire 21e août. Alors, un esprit curieux voudrait bien entendu savoir pour quelle raison un citoyen genevois du nom de Théophile Sarrazin, en août 1639, en pleine épidémie de peste, souhaite se déplacer dans une région d'Europe qui vient d'être meurtrie, ravagée par la guerre de 30 ans. Ce sont là des questions sans réponse immédiate. Les silences, les blancs de l'archive sont à vrai dire souvent le détonateur de la recherche historienne. Le 3e document date de 1777. Pour les spécialistes de la linguistique régionale, on notera que le millésime est indiqué en toutes lettres selon la prononciation romande, 77 et non 77. Loin d'une simple anecdote, cette mention de la prononciation rappelle que les documents de voyage circulent autant que leurs titulaires. Ils sont aussi les vecteurs transfrontaliers du parler romain. Le passeport de 1777 offre des éléments de continuité avec les documents précédents, mais aussi des innovations importantes. Ces dimensions de 21 cm sur 32, par exemple, sont sensiblement les mêmes que celles du document de 1639. Mais contrairement à la pièce précédente, celle de 1777 est un mélange de parties imprimées et de parties manuscrites. Il s'agit d'un formulaire pré-imprimé dont certains éléments textuels sont fixes, alors que d'autres sont considérés comme variables et doivent donc être ajoutés à la main. Le document contient un sceau plaqué de la République de Genève, ainsi que la signature du secrétaire d'État, Lully. Les lettres du patronyme, on le remarque, sont volontairement tracées de manière lisible. On trouve également des marques de pliage au format de poche. Une déchirure dans la longueur de la pliure centrale signale même une utilisation intense du document que semblent confirmer des traces d'humidité. Plusieurs blocs typographiques composent le document. Tout en haut, au centre, on trouve l'emblème de la République et sa devise. Au-dessous, en petite capitale, imprimée, est mentionnée l'autorité dont émane la pièce, puis, dessous, le nom du bénéficiaire écrit à la plume, qu'on peut lire ainsi. Pierre-Jacques Massard, âgé de 33 ans, natif de cette ville, lequel, désirant aller voyager. Alors, le propriétaire du document est non seulement nommé, mais on indique également son âge et son origine. Le bloc central, presque intégralement préimprimé, contient la formule diplomatique classique de protection et de réciprocité, puis la formule de congé.
Le texte imprimé est parsemé de 6 espaces blancs complétés à la plume pour préciser le pronom du ou des titulaires du document. Dans le cas d'espèce, les pronoms sont au singulier, afin qu'en son voyage, il ne lui soit fait aucun déplaisir ni moleste, par exemple. Moleste qui signifie, selon le glossaire roman, empêchant. 2 autres espaces blancs dans le texte imprimé sont prévus pour y préciser le jour et le mois, ainsi que le millésime d'une année quelconque de la décennie 1770. L'innovation majeure de ce document réside dans le fait qu'il soit pré-imprimé, ce qui suppose l'utilisation non pas d'une feuille quelconque, mais d'un papier officiel. Il s'agit ici d'une technique de production en rupture avec les usages antérieurs. En revanche, dans son contenu, cette pièce est finalement très proche des documents plus anciens. La plus grande partie du document est consacrée à la fameuse formule diplomatique demandant protection pour le porteur et offre de réciprocité. Comme en 1439 en 1639, ce passeport est conçu pour être potentiellement délivré à plusieurs personnes. Un seul document pourrait donc suffire pour accorder une protection collective à des personnes qui souhaiteraient voyager. Alors, au-delà de son aspect formel, ce passeport est malgré tout exceptionnel. Il est conservé dans un dossier judiciaire au titre de pièce à conviction. Pierre-Jacques Massard est poursuivi pour avoir mendié et avoir agressé des citadins genevois. Quelques semaines plus tôt, Massard a voyagé à Berne avant de revenir à Genève à l'aide de son passeport. Or, au moment de faire l'aumône avec insistance excessive, le natif de Genève montre aux passants son passeport pour prouver qu'il est genevois comme eux. Le dossier judiciaire fournit ainsi la trace d'un usage précoce du passeport pour attester l'identité d'une personne qui n'est pas en train de voyager. Nous avons ensuite un passeport de 1795 appartenant à André Mély, qui semble au premier coup d'œil assez proche du document de 1777. On constate que le formulaire préimprimé est devenu la norme dans les chancelleries à l'âge des révolutions en Europe. Mais on remarque aussi qu'il contient plus d'informations que le document d'Ancien Régime, raison sans doute pour laquelle la taille du papier est plus importante. Ce document mesure 23 cm sur 36. Mais une fois plié en 8, il suffit de suivre les marques de pliage, la feuille retrouve le format de poche que l'on a rencontré précédemment. Parmi les éléments de continuité avec les passeports précédents, on retrouve la longue formule diplomatique de protection et de réciprocité. Il faut d'ailleurs remarquer que le texte de cette formule est ici, à quelques détails près, exactement le même qu'en 1777. Afin qu'en son voyage, il ne lui soit fait aucun déplaisir ni moleste, etc., etc. La destination du voyageur est mentionnée, mais la précision de son itinéraire laisse deviner des exigences de contrôle plus grandes. Pour se rendre à Lausanne, il est précisé qu'André Mély empruntera une route passant par les mandements genevois et la bourgade de Coppet. Au verso du document, on découvre d'ailleurs que Mély a poussé son déplacement jusqu'à Neuchâtel et qu'il a utilisé son passeport jusqu'en décembre 1797. À plusieurs reprises, en effet, le document a été visé par les autorités locales ou les militaires chargés du contrôle des voyageurs de passage. Le document de 1795 est bien entendu marqué par le contexte révolutionnaire, comme en témoigne notamment la devise « Égalité, liberté, indépendance ». Il faut aussi remarquer les 2 sceaux plaqués, l'un émanant de la République de Genève, l'autre de la République française, ce qui indique
que cette dernière, la France, exerce un contrôle sur la délivrance des passeports genevois. Ce deuxième sceau ne vient-il pas contrarier en fait la devise révolutionnaire qui orne pourtant le document? L'indépendance des autorités genevoises n'est-elle pas en effet compromise? Alors, bien que ce document soit produit dans un contexte exceptionnel lié au bouleversement des révolutions en Europe, il introduit les éléments nouveaux qui vont s'inscrire dans la durée. Pour la première fois, par exemple, par rapport bien entendu aux autres pièces du lot, le mot passeport apparaît en toutes lettres sur le document. C'est même son titre. En haut à droite, un numéro indique que le document a été enregistré. En d'autres termes, un registre de contrôle conservé en chancellerie assure la traçabilité du document en circulation. Autre nouveauté, une place plus importante est accordée à la description du titulaire du document. Non plus seulement son nom, son origine, voire son âge ou sa profession, comme dans les passeports plus anciens, mais sa description physique. Les rubriques qui doivent être renseignées sont préimprimées. Âge, 22 ans, taille, 5 pieds, 6 pouces, couleur des cheveux et des sourcils, châtain, forme du nez, ordinaire, couleur des yeux, brun, taille de la bouche, moyenne. Et le secrétaire d'ajouter un signe particulier du visage d'André Mély, qui est non seulement ovale, mais aussi gravé légèrement de petites véreux. Si le passeport accorde désormais une place plus importante à l'identification du porteur, c'est aussi que cette pièce est désormais strictement personnelle. En effet, le texte préimprimé ne laisse plus la possibilité d'utiliser le pronom possessif « leur » pour désigner plusieurs personnes placées sous la protection étatique. On ne trouve plus que la variabilité de genre « il, elle », son, ça. La personnalisation du passeport est confirmée par une autre innovation. Le document est maintenant signé par le porteur si, bien entendu, il en est capable. Le droit de voyager est désormais un droit individuel. Alors, la chronologie de notre parcours, qu'on a voulu limiter aux périodes médiévales et modernes, nous impose de nous arrêter, et on va s'arrêter avec un document de 1807. Il n'a pas encore la forme du livret contemporain que le passeport acquiert seulement au début du XXe siècle. Il n'est pas moins constitué par divers éléments qui caractérisent longtemps le passeport et même jusqu'à aujourd'hui. Sur ce document qui a appartenu à un certain Jean Battier, le sceau est remplacé par une série de timbres officiels, ceux de l'Empire napoléonien, du département du Léman et de la mairie de Genève. Pour rappel, entre 1798 et 1813, l'ancienne République de Genève passe sous domination française et la ville est érigée en préfecture du nouveau département du Léman. Le passeport est authentifié par la signature du maire, Maurice, et du secrétaire de la mairie, Gervais. Le document est préimprimé sur une feuille de grand format ornée d'une frise. La feuille a probablement été découpée d'un registre de contrôle, comme semblent l'indiquer les coupures au ciseau sur la bordure gauche. Les dimensions du document sont les plus importantes de notre lot. Elles s'expliquent là aussi probablement par la grande quantité d'informations contenues dans cette seule page. Pour la première fois, le papier ne porte plus les traces de pliage en 8, mais en 12. Ainsi, cette feuille de 29 cm par 40 a été réduite lors de son utilisation à un carré de 9 cm sur 10, soit toujours et encore le format de poche qui ressemble finalement à notre passeport actuel. Les informations sont disposées sur deux colonnes. À droite, occupant les 2/3 de la largeur, on retrouve la désignation de l'autorité émettrice sous la double autorité de l'empereur Napoléon, dont on a l'emblème, et de la police générale de l'Empire. Viennent
comporte ensuite la mention du porteur et de son origine, sa destination, la date et les signatures des officiels. La formule diplomatique de protection est réduite au minimum. Laisser passer et librement circuler. À lui donner aide et protection en cas de besoin. Ces instructions ne s'accompagnent pas de l'offre de réciprocité. Faut-il croire que la réciprocité des égards due au porteur d'un passeport est suffisamment entrée dans les mœurs pour qu'il ne soit plus nécessaire de la mentionner expressément? La question est ouverte. La colonne de gauche fournit d'abord des informations administratives, notamment le numéro du registre dans lequel le passeport est enregistré. Puis sont égrenées les caractéristiques physiques du porteur dans une rubrique intitulée « Signalement ». On retrouve les données de l'identification déjà vues en 1795, auxquelles s'ajoute une sous-rubrique « Signe particulier » et puis la signature du porteur. En séparant clairement les informations sur le voyage et les éléments d'identité, l'administration napoléonienne vise à faciliter les procédures d'identification. Les rubriques préimprimées construisent même une technique d'observation pour le militaire ou le policier qui serait amené à effectuer le contrôle d'identité. Après avoir évalué la taille, le fonctionnaire observe le faciès de la personne en procédant des cheveux au menton, en passant par le front, les sourcils, les yeux, le nez, la bouche et éventuellement la barbe. La rubrique « Signalement » est durablement intégrée à la production des passeports. On la retrouve tout au long du XIXe siècle et même au début du XXe siècle, quand les passeports commenceront pourtant à être accompagnés d'un portrait photographique du porteur. Du XVe au XVIIIe siècle, la matérialité et le contenu des passeports évoluent. Jusqu'ici, nous avons décrit comment les documents se sont progressivement enrichis de rubriques liées à l'identification du titulaire et comment la forme de ces documents s'est progressivement standardisée. Les raisons de ces évolutions sont à rechercher non pas seulement dans les passeports eux-mêmes, mais dans le développement général des écritures administratives. De la fin du Moyen Âge jusqu'au début de l'époque contemporaine, à mesure que les États souverains se rationalisent autour de leurs prérogatives régaliennes, l'administration accroît ses besoins en écriture. Cet essor bureaucratique s'accompagne d'une double exigence de contrôle, sur les écrits officiels, d'une part, et sur les populations gouvernées, d'autre part. Le sceau officiel a pour fonction d'authentifier le document et lui confère autorité. Dès la fin du Moyen Âge, la production du sceau du souverain est protégée par des lois très sévères et sa falsification est considérée par la doctrine juridique comme un crime de lèse-majesté. Dans la République de Genève, par exemple, selon l'ordonnance de 1544, il appartient à la plus haute autorité de l'État, c'est-à-dire le premier syndic, de conserver le grand sceau utilisé pour sceller les documents officiels, tels que les sauf-conduits. L'utilisation du sceau est donc en principe très contrôlée. Mais la chancellerie genevoise ne développe pas moins des techniques de plus en plus raffinées pour éviter la falsification. Falsification des passeports, bien sûr, mais pas uniquement. On peut penser à la signature du secrétaire de chancellerie, mais aussi et surtout à l'utilisation de papiers officiels préimprimés. Certes, pour les agents de l'administration, l'utilisation d'un formulaire qu'il suffit de compléter permet la fabrication plus rapide du passeport et à moindre coût, dès lors que les demandes ou les besoins en la matière augmentent. Mais comme on s'en doute, le recours à un papier préimprimé permet aussi de lutter contre les faux. Sous l'Ancien Régime,
L'armée est un puissant vecteur du développement des outils administratifs. Les agents de l'administration militaire mènent un combat précurseur dans la lutte contre les faux papiers. Et il faut préciser qu'ils ont fort à faire. La désertion est en effet un véritable fléau des armées, surtout au XVIIIe siècle. Enrôlés dans les multiples régiments européens au gré de l'attractivité de la solde et des campagnes militaires, les soldats désertent en grand nombre, bien qu'il s'agisse d'un délit très sévèrement puni. Le contrôle des maréchaussées se multiplie sur les grands chemins et les militaires en congé, reconnaissables à leurs habits, doivent produire un billet pour attester de la régularité de leur voyage. En 1782, pour éviter la production de faux congés, le Conseil militaire de Genève a introduit des billets pré-imprimés. Dans ce cas précis, les militaires ne sont pas précurseurs, puisque l'administration civile produit déjà à cette époque des passeports pré-imprimés, comme on l'a vu auparavant. En revanche, l'armée en routinise véritablement l'usage. Il faut en effet s'imaginer la grande quantité de billets régulièrement accordés aux milliers de militaires du régiment genevois qui souhaitent prendre ne serait-ce que quelques jours ou quelques heures de congé. Comme c'est le cas en mai 1783 avec un billet d'un sergent nommé Jean-Baptiste Victor Jobbeux. Sur son billet de congé, qui lui sert seulement à sortir des portes de la ville, pour une brève durée donc, on retrouve ainsi les marques classiques de l'autorité telles que le sceau et les signatures des officiers militaires. Alors, il n'est pas à exclure que certains soldats aient envisagé de recourir à des imprimeurs pour produire illégalement des faux. Mais un tel expédient requiert des ressources financières et un réseau de solidarité qu'il serait difficile de mobiliser pour un simple militaire. Ainsi, un soldat originaire du canton de Zurich, Henri Schmidt, a cru pouvoir tromper les contrôles effectués aux portes de la ville. Il cherche à quitter prématurément le régiment dans lequel il s'est engagé pour 6 ans. Il est arrêté en tentant de sortir de Genève muni de faux billets de congé. Datés du 3 septembre 1783, les documents sont manuscrits. L'un est rédigé en français, l'autre en allemand. Bien que les deux pièces soient agrémentées d'une calligraphie soignée, elles sont immédiatement reconnues comme étant des faux. Arrêté, puis jugé, Henri Schmidt est condamné à une peine de 10 ans de galère. Au-delà de la protection de l'écrit officiel, l'administration étatique est aussi engagée de longue date dans le contrôle des populations et à cette fin, dans le développement de modalités toujours plus fines de reconnaissance et d'identification des personnes. Pour cela, elle s'appuie sur des techniques de l'enregistrement des individus éprouvées dans toutes sortes de contextes institutionnels. Il faut commencer par mentionner la généralisation des registres de baptême au XVIe siècle, au temps de la Réforme protestante et de la Contre-Réforme catholique. Ces registres sont à la base des systèmes d'identification de la période moderne. Ils fixent le nom et le prénom des personnes, pas forcément la graphie, ainsi qu'une date de baptême, voire de naissance. Or, l'identification permet de singulariser, de différencier et enfin de reconnaître quelqu'un malgré la distance temporelle ou géographique. Identifier, c'est comparer des données et des caractéristiques avec une personne pour s'assurer que celle-ci est bien la même d'un moment à un autre et d'un lieu à un autre. Les finalités de cette identification peuvent varier. Encadrer spirituellement des fidèles, recenser des populations, contrôler l'accès des villes, prélever des impôts et bien d'autres encore.
Mais on a vu que dans les passeports de la période révolutionnaire et sous l'Empire, les champs renseignés pour l'identification des personnes débordent largement les informations fournies par l'état civil. Au cours de la période moderne, de même que l'administration militaire cherche à lutter contre la désertion et développe des outils de l'identification des soldats, eh bien, l'institution judiciaire s'équipe pour améliorer la traque des criminels en cavale. Ainsi, entre les villes et les juridictions circulent des avis de recherche que l'on dénomme alors signalements. Imprimés ou manuscrits, les signalements décrivent plus ou moins précisément l'apparence physique des individus recherchés, parfois aussi la manière de parler, parfois l'habillement ou même les habitudes criminelles. En somme, toutes sortes d'informations qui permettraient de confondre les fugitifs. Prenons par exemple un signalement de 1776 d'une femme recherchée par la justice genevoise. On peut le lire. Une femme habillée en homme, grande de 5 pieds 1 pouce environ, les cheveux noirs, le teint très blanc, de belles couleurs, les yeux noirs, un petit bouton blanc sur une paupière d'en bas, le nez large, un peu rouge, les lèvres très vermeilles, la bouche petite, le menton court, le visage rond et gras. Les dents assez bien, barbouillant beaucoup en parlant, la voix assez grosse pour une femme, la main grasse et potelée, une bague dont le rivet est fort large et qui porte un chiffre. La jambe assez grosse, le pied ni gros ni petit en homme, mais assez gros pour une femme, etc. etc. Alors ce signalement se distingue par la profusion de détails qui semblent livrés pêle-mêle, mais qui sont au service d'une véritable mission descriptive. Lorsqu'ils sont ordonnés, les éléments de la description forment un catalogue de critères de l'identité et, par ricochet, des critères de l'identification des personnes. On peut prendre cet autre signalement de 1776 concernant un certain Philip Collins et dont les rubriques identificatoires sont parfaitement organisées, disposées distinctement les unes après les autres. Il est âgé de 19 à 20 ans, de la taille de 5 pieds 4 pouces environ, le visage rond, portant ses cheveux noirs, les sourcils de même couleur, grands et bien marqués, les yeux noirs, le teint basané, le front grand, le nez aquilin, les lèvres épaisses. Alors, comme on le constate, ces rubriques sont exactement les mêmes que celles que l'on retrouve dans les passeports. On a donc ici l'exemple d'un transfert de compétences d'une administration vers une autre. Le savoir-faire des cours de justice s'introduit dans les chancelleries. Les critères utiles à la recherche des criminels sont ainsi mis au service de l'identification des personnes ordinaires. Reposant sur un usage éprouvé de la désignation des caractéristiques corporelles, ces descriptions physiques forment une sorte de portrait parlé. Et pendant longtemps, ces descriptions fournissent un palliatif efficace contre l'impossibilité technique de fixer par une reproduction rapide et bon marché l'image d'une personne. Au Moyen-Âge et durant la période moderne, le passeport n'est pas exigé en temps normal pour voyager, pour quitter son village, sa ville ou sa région. La possession d'un tel document est pendant longtemps un privilège accordé par les autorités à des personnes de haut rang ou fortunées. Par la suite, les passeports sont délivrés à des catégories de la population de plus en plus ordinaires. Et ceci est tout particulièrement le cas dans des périodes précises où la certification officielle est érigée en obligation pour passer les frontières. Lors de crises sanitaires, de tensions diplomatiques ou politiques. Sous la Révolution française et durant l'Empire napoléonien, l'usage du passeport, par exemple,
se généralise pour tout déplacement hors de son département. Les archives conservent nombre de ces documents, parfois très anciens, pas toujours faciles d'accès et pas toujours intelligibles. Souvent isolées, ces pièces sont en apparence anodines, voire anecdotiques. En réalité, elles sont un puissant révélateur de la construction des administrations et des États européens. Les passeports, leur matérialité autant que leur contenu, sont indispensables pour documenter l'histoire complexe de la construction des identités personnelles et de leur contrôle. Qui doit définir les informations pertinentes à l'identification des individus? Pour qui? Et dans quel but?